Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, on vient de voir que voilà, il y avait de la régulation, mais ça, on le savait. Et vous savez aussi qu'il y a des banquiers. Voilà. Eh ben, voilà, vous avez devant vous un banquier. Alors, je vais me présenter rapidement. Denis Meillon, donc je suis directeur général à la Banque de Lubac et compagnie. La Banque de Lubac et compagnie, on travaille en fait sur l'environnement voilà, des cryptos depuis déjà quelques années. Et mon challenge aujourd'hui, finalement, sera de pouvoir répondre à la question comment servir de pont entre la finance tradie et la finance décentralisée. Alors, en plus de seulement répondre à cette question, ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'institution financière, aujourd'hui, nous sommes à la Banque de Lubac et compagnie, finalement, plus à même voilà, de parler en fait de cet environnement des cryptoactifs parce que nous sommes une banque crypto-friendly. Nous avons une véritable volonté, vous le savez, enfin certains le savent, hein, de participer à ce mouvement et d'accompagner les porteurs de projets blockchain. Et voilà pourquoi c'est important pour nous, et nous allons voir pourquoi c'est important pour nous en fait de travailler ce sujet-là. Alors, quelques rappels sur, finalement ce qu'a mené la banque de Lubac et compagnie à travailler le sujet. Courte rétrospective sur les éléments marquants de ces dernières années au sein de notre banque. Le monde des cryptoactifs était jusqu'à présent un monde qui était finalement peu régulé. Et nous avions déjà en fait vu au sein de la banque en fait un véritable intérêt technologique et un mouvement révolutionnaire. Alors pourquoi on l'avait vu ? Tout simplement parce qu'en 2011, un des associés gérants de la banque, Joël Alexis Bialkiewicz, docteur en informatique théorique, minait déjà sur des cartes graphiques. Donc on a eu finalement cet avantage à la Banque de Lubac. En général, dans les banques, lorsque les parties commerciales dont je fais partie croient à un projet, c'est toujours compliqué de convaincre le top management de dire il faut y aller. Là, finalement, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que le top management nous a dit, voilà, sur la partie des cryptos, il faut y aller, et voilà pourquoi il faut y aller. Alors, le contexte était en 2011 et sur les années qui ont suivi assez peu favorable pour se développer sur ce secteur en tant qu'institution financière. Parce que vous le savez, pour les institutions financières telles que la nôtre, en fait, on a besoin d'un cadre législatif et finalement assez régulé pour pouvoir rentrer sur des marchés. Et en 2011, on était sur un secteur qui n'était absolument pas régulé. Alors, ça a commencé ensuite en 2018 avec une implémentation en 2019 pour la loi Pacte. Et puis, donc, la véritable aventure pour nous a commencé avec notre enregistrement PSAN, qui nous a été délivré donc, par l'AMF en mars 2022. Et ça a été donc pour nous le premier pas dans cet écosystème. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous comptons bien nous en servir pour permettre au secteur de la blockchain et des cryptoactifs de se développer au mieux. Alors aujourd'hui, face à ces nouveaux marchés, il faut être en capacité de pouvoir proposer des solutions qui sont adaptées au secteur, à tous les acteurs du Web3. Alors ces 2 dernières années, on a vu quand même une belle accélération de ce qui se passe sur le sujet. On a vu beaucoup d'entreprises mainstream qui vont intégrer des technologies blockchain à leur activité. Quelques exemples qui m'ont paru importants. Carrefour, qui s'appuie sur la technologie blockchain aujourd'hui pour proposer une traçabilité de ses produits. Vous avez également Nike, qui lance une collection de NFT, ou bien encore Adidas, qui va collaborer avec les Bored Ape. Donc on voit effectivement qu'il y a une adoption de plus en plus massive des grandes entreprises, et donc les cas d'usage qui se multiplient. Beaucoup, aujourd'hui, cherchent à exploiter ce terrain. Alors certains avec plus ou moins on va dire de facilité. On peut en citer d'autres également. On peut citer également le PMU avec sa solution de gaming, Lacoste également sur le sujet.
Or, cette évolution, cette révolution touche quasiment aujourd'hui tous les secteurs d'activité. Et il faut le noter, malgré un contexte de marché qui est relativement aujourd'hui peu favorable. Alors on va voir pourquoi ce secteur est relativement peu favorable. Je voulais également avoir une pensée aujourd'hui dans ce moment-là pour tous les directeurs financiers de structures qui se sont retrouvés du jour au lendemain, pour certains, à devoir gérer de la trésor en crypto. Et c'est vrai qu'au niveau de la banque de Lubac et compagnie, voilà, on a été un peu les soutiens de ces bêta-testeurs en fait, de la blockchain. Toujours pareil dans l'idée d'avoir un pont entre cette finance traditionnelle et cette finance décentralisée. Alors, côté investisseurs, le nombre d'investisseurs n'a cessé de croître. Vous avez tous en tête certainement l'étude sortie donc, en avril 2023 par la DAN et KPMG, étude pour laquelle la Banque de Lubac a été sponsor, qui a fait ressortir de nombreuses données. Et ces données clés montrent un bond en avant finalement de la demande pour les actifs numériques. Alors, il y a 3 chiffres qui m'ont paru intéressants. Le premier, c'est que la notoriété des cryptoactifs est en hausse d'année en année. L'année passée, on avait 76% des Français de 18 ans et plus qui avaient déjà entendu parler des cryptoactifs. Et nous sommes maintenant à 85%. Donc on est vraiment sur un marché où l'adoption est en marche. Cette même étude nous indique également qu'un Français sur 10 détient aujourd'hui des cryptoactifs. Une hausse de 20% par rapport à l'étude précédente. Et un dernier chiffre, qui est un exemple encourageant pour la suite, 26% des Français envisagent d'acheter des cryptoactifs à l'avenir. Un Français sur 4. Alors ces chiffres nous montrent bien une chose aujourd'hui, c'est qu'il est de notre responsabilité en tant qu'établissement financier de pouvoir accompagner cette demande et de permettre donc à l'écosystème Web3 aujourd'hui de se développer sereinement dans un contexte, on l'a vu précédemment, qui est de plus en plus encadré et où tous les acteurs finalement pourraient être écoutés et compris. Alors après, on le sait, il y a des freins à cette adoption. Tout n'est pas rose et aujourd'hui, on a quand même une adoption en masse qui se fait attendre. Il y a des zones d'ombre qui effraient, clairement, et nous avons pu quand même constater, dans certains cas, une certaine immaturité du secteur. Alors, on va revenir sur des exemples qu'on a tous en tête. FTX. Alors, vous me direz probablement qu'avec FTX, ce n'est pas de la blockchain ou de la crypto, et on sera tous d'accord là-dessus. Mais c'est pourtant ce que le grand public en retient aujourd'hui. J'ai même eu effectivement des personnes en fait, sur le sujet qui ont fait le parallèle avec l'affaire Madoff, alors qu'il n'y a pas d'éléments qui pourraient être mis en parallèle entre les deux. Et donc, ces affaires, en fait, aujourd'hui, viennent jeter le discrédit, en fait, sur le secteur. Pour ce qui est de la finance décentralisée, elle est aussi énormément comparée aujourd'hui au Far West. Et donc, il faut redoubler d'efforts chaque jour, les acteurs, les banques, de manière à pouvoir, finalement, éduquer les consommateurs, éduquer les investisseurs, parce qu'ici, on est entre nous. Donc ici, effectivement, on est à peu près tous convaincus du bien fondé de la chose. Je vais vous donner un autre exemple, en fait. Curve Finance, tout récemment, qui s'est fait siphonner plusieurs dizaines de millions de dollars. Voilà, c'est aussi, en fait, des événements qui ont des répercussions sur cette image de marque. Et finalement, ces scandales, c'est eux qui vont apporter la défiance et même des fois la peur, en fait, pour des investisseurs qui voudraient rentrer sur le secteur. Aujourd'hui, il faut savoir que vous avez 10% des Français qui n'investissent pas dans des cryptoactifs. 1, parce que leur banque ne le permet pas. Ça, c'est un premier point. 2, parce qu'ils jugent ça trop compliqué. Et 3, parce qu'ils jugent que c'est trop peu fiable. Donc on a tous un rôle à jouer pour redonner de la confiance, finalement, aux investisseurs sur le secteur. Les banques françaises, on le sait,
aujourd'hui ont toutes des solutions technologiques plutôt assez avancées. Elles restent dans leur grande majorité réticentes à l'idée d'intégrer des cryptoactifs dans leur structure. Alors ça se traduit par une adoption finalement qui est assez ralentie et assez lente, et avec des projets sur la crypto qui peinent à se structurer. C'est vrai aujourd'hui que la majorité des organismes bancaires considèrent encore les cryptoactifs et la blockchain comme des ennemis potentiels. C'est le terme que j'ai entendu. Et plutôt que de voir ça en fait finalement comme un outil qui pourrait les aider à transformer la société, le paysage économique, leurs pratiques également. Alors souvent c'est un manque de connaissances de la part de banquiers. Et c'est là encore là où nous avons un rôle à jouer sur ce segment-là. Et c'est donc, je pense que la Banque de Lubac et compagnie a un rôle effectivement pour éduquer les personnes ou les investisseurs en fait sur ce segment-là. D'autant plus qu'il y a un chiffre intéressant, toujours de la même étude, 22% des Français envisagent sérieusement de changer de banque pour opter pour une structure qui leur permettrait de bénéficier des services liés aux cryptoactifs. Alors, aujourd'hui, je dirais que peu importe la position avec laquelle je me présente à vous, alors ça peut être effectivement Denis le banquier, même si aujourd'hui je n'ai pas mon costume, ça pourrait être Denis le crypto-enthousiaste, mais je suis persuadé aujourd'hui que la finance traditionnelle et la finance décentralisée ont besoin d'acteurs bancaires tels que la banque et compagnie pour faire le lien. CeFi et DeFi, est-ce que c'est le début d'une romance? J'espère que oui, et je pense que oui. Alors, si on se demande encore comment la finance traditionnelle peut aider la finance décentralisée, moi je dirais qu'on est tous dans le même bateau finalement. Nous rencontrons tous les mêmes problématiques et nous partageons tous les mêmes enjeux. Et c'est notamment ce qui nous pousse à accompagner les projets blockchain à la Banque de Lubac, et notamment ceux issus de la DeFi. Alors, on n'accompagne pas tous les projets DeFi, parce qu'on a mis en place en fait un processus robuste de sélection au niveau de la banque. Pourquoi on a fait ça? Parce que lorsqu'on a un nouveau secteur qui éclot, on voit toutes sortes de projets, et donc on se doit, nous, en tant qu'établissement bancaire, en fait, d'être sûr que les projets qui nous sont soumis sont des projets sérieux, et qu'on pourra donc accompagner en toute sérénité. Souvent, en fait, ce qu'on a pu voir en fait, dans les projets qu'on a pu avoir, c'est qu'en fait, on a des projets qui, sur la partie technique, en fait, sont assez forts. Par contre, sur toute la partie risque, où la banque, en fait, est assez regardante, il y a un peu de travail, parce qu'en fait, on a des techs en face de nous qui connaissent bien leur sujet, qui le connaissent bien mieux que nous d'ailleurs. Par contre, sur la partie risque, sur la partie lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est toujours là où le projet peut avoir des manquements. Et encore une fois, nous, on est là pour essayer d'aider ces acteurs à finalement élever leur niveau à ce sujet-là, de manière à ce que leur projet puisse voir le jour. C'est pour nous important d'être ce partenaire, et nous allons voir en fait que nous avons les mêmes enjeux. Effectivement, décentralisé ou traditionnel, je dirais que tous les acteurs de la finance doivent être transparents auprès des autorités. Alors, un acronyme qu'on utilise beaucoup en banque, c'est tout ce qui est LCBFT, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est quelque chose d'important pour nous, et qui doit l'être également pour les acteurs des cryptoactifs. Chain Analysis a fait un rapport. En 2021, il y a eu 8,6 milliards de dollars qui ont été blanchis en fait, par le biais des crypto-monnaies. Donc c'est un chiffre qui est important, et c'est une lutte en fait, qui doit être continuelle, y compris pour les banques et y compris pour les acteurs du secteur. Alors, l'AML,
tout ce qui est donc anti-money laundering, c'est un sujet qui est à prendre au sérieux. Et je pense que nous avons là aussi un rôle à jouer en tant que banque, en fait, de manière à ce que cette collaboration puisse créer un lien de confiance entre les différents acteurs et les autorités de régulation. On en a parlé tout à l'heure, hein, l'agrément PSAN aujourd'hui est un agrément qui peut être retiré si jamais voilà, l'acteur en fait, ne remplit pas en fait, toutes les conditions pour pouvoir continuer à le porter. Et c'est notre rôle en tant que banquier en fait, d'accompagner les acteurs là-dessus également. Alors, je voudrais revenir un peu sur l'enregistrement PSAN, puisque l'enregistrement PSAN et la partie LCBFT font aujourd'hui partie du chemin de vie d'un projet financier sur les actifs numériques. Ce n'est pas parce que nous sommes une banque que c'est plus simple pour nous. Il faut savoir qu'un enregistrement PSAN, l'étape par laquelle est passée la Banque de Lubac, hein, c'est exactement le même parcours du combattant que le vôtre. Et nous sommes tous confrontés aux mêmes difficultés. Alors, ce qui est encourageant, par contre, c'est que les demandes sont en hausse constante, même si aujourd'hui, il y a un effet d'embouteillage, en fait, là aussi, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Mais ça montre effectivement qu'on a un attrait croissant pour tout ce qui est actif numérique. Actuellement, on a à peu près un peu plus de 90 entreprises qui sont enregistrées en tant que PSAN. Et le nombre de dossiers est croissant. Voilà. Alors, cette étape d'enregistrement et demande d'agrément, elle est cruciale. Elle est cruciale pourquoi? Parce que c'est l'assurance d'être reconnu à la fois aux yeux de la loi, mais aussi des investisseurs. Et je peux vous garantir que voilà, lorsque vous venez voir à la Banque de Lubac et compagnie et que vous avez effectivement déjà l'enregistrement PSAN, voilà, c'est pour nous un gage de sérieux, puisque ça veut dire que votre dossier il a déjà été voilà, vu par les fourches codines de l'AMF et de la CPR. Et donc, voilà, c'est un gage finalement de travailler avec plus de sérénité ensemble, en fait. Aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait pouvoir voir, c'est finalement plus de passerelles entre cette finance traditionnelle et cette finance décentralisée. Et c'est une attente qui est finalement assez forte. C'est une réponse aux besoins des évolutions des acteurs du secteur, sachant que voilà, les acteurs et les investisseurs, aujourd'hui, recherchent des solutions financières qui soient les plus agiles et les plus sûres. Alors, 2 chiffres sont révélateurs à ce sujet-là. On a 61% des personnes, en fait, qui ont acquis des cryptoactifs qui affirment que le PSAN a un effet rassurant dans cette optique d'achat. Cela montre en fait l'importance d'avoir des mesures de sécurité solides et des réglementations qui inspirent confiance dans ce domaine. Alors après, tout le sujet, hein, on en a parlé tout à l'heure, c'est de trouver au niveau de la réglementation le bon niveau. Trop de réglementation, ça tue l'innovation, et pas assez de réglementation, finalement, ça mène à une adoption qui serait peut-être moins massive qu'espérée. Et donc, toute la difficulté, c'est de trouver le bon curseur. Parmi les personnes qui envisagent d'acquérir des cryptoactifs dans le futur, 54% sont également du même avis. Donc tout ça met en évidence que même ceux qui sont nouveaux dans le domaine, ceux-ci reconnaissent en fait la valeur du cadre réglementaire et de sécurité solide. Alors, ça pourrait être interprété clairement comme une indication de la maturité croissante du marché et de l'acceptation grandissante finalement des crypto-monnaies en tant qu'option d'investissement de diversification. De manière plus générale, on sait que 96% des acquéreurs ayant connaissance de l'enregistrement le considèrent aujourd'hui comme un véritable gage de confiance. Voilà, cela signifie effectivement que presque tous les investisseurs qui comprennent les mécanismes de sécurité et de réglementation les voient aujourd'hui comme essentiels, même si je sais que tout le monde ici ne partage pas cet aspect-là. Alors, les institutions financières
ont totalement leur rôle à jouer concernant les enjeux également liés à la tokenisation. Pour vous faire une idée, le marché de la tokenisation d'actifs illiquides, immobiliers et ressources naturelles représente à peu près aujourd'hui 310 milliards de dollars. La tendance s'accélère. Le Boston Consulting Group vient d'estimer que ce marché représentera ou représenterait 16 000 milliards de dollars d'ici à 2030. Donc on est sur des enjeux qui sont considérables. Alors la tokenisation d'actifs, on le sait tous, ça apporte des avantages majeurs. Alors, dans la facilité d'accès à des produits de placement, une liquidité qui est accrue et la possibilité également de fractionner les investissements. En mettant en œuvre ces méthodes de tokenisation, les banques auraient demain la capacité de devenir finalement une véritable rampe d'accès au monde de la finance décentralisée. Et clairement, devenir en fait une aide aux sociétés du secteur de manière à ce que celles-ci puissent proposer leurs produits. Un autre point également qui est important de souligner, on en a parlé dans la conférence juste avant, dans le panel juste avant, les nombreuses demandes aujourd'hui de création d'ETF Bitcoin. Alors elles ont toutes fait beaucoup de bruit, certaines plus que d'autres, mais cette tendance n'est pas nouvelle en fait. Cet engouement récent a vu une croissance finalement sans précédent du nombre de demandes en fait, de création d'ETF. Et le marché des cryptoactifs, on l'a vu, il a réagi plutôt positivement donc, aux annonces de ces géants financiers. Alors on a eu BlackRock, on a eu Fidelity pour les plus gros. Voilà, donc on est finalement sur un secteur aujourd'hui qui commence à s'approprier finalement ce que la finance décentralisée a proposé comme solution. En France, on pourrait citer Forge également, une entreprise qui a été pionnière dans la partie du secteur de la finance décentralisée et qui a procédé au premier emprunt via une plateforme de finance décentralisée collatéralisée. Et finalement, ces évolutions répondent toutes à des attentes. Pour avoir des moyens plus rapides, plus transparents et plus sécurisés pour gérer ses finances. Donc je pense que nous, banquiers, on a aussi énormément beaucoup à apprendre finalement de ces nouvelles technologies qui sont mises à la disposition de tous. La blockchain, les institutions financières sont finalement, pour moi, le pont entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Mais plus que ça, c'est également demain un changement également dans la manière dont les individus, dont les investisseurs, dont vous, dont nous allons aborder l'investissement, l'épargne et la gestion de nos actifs. Alors, à la Banque de Lubac et compagnie, on est tout à fait conscient du rôle que peut avoir un acteur bancaire en fait, dans le monde des cryptoactifs. Nous accompagnons déjà depuis plusieurs années de nombreux acteurs dans cet écosystème. Et je voudrais citer une phrase de Jean Cocteau qui disait « L'harmonie, c'est la conciliation des contraires et pas l'écrasement des différences ». Je crois qu'elle résume bien finalement le sujet de ce jour. Parce que c'est ce à quoi nous travaillons à la Banque de Lubac et compagnie, c'est-à-dire en fait servir de pont entre cette finance traditionnelle et cette finance décentralisée, mais en gardant le meilleur des deux mondes. Voilà. Merci pour votre attention. Moi j'ai une question. Il me semble que la Banque de Lubac entend à terme proposer des services bancaires traditionnels, fiat, mais aussi de la conservation de crypto-monnaies. Et en fait, si j'étais banquier, c'est ça qui me ferait beaucoup plus peur que la régulation, c'est le fait d'être responsable de garder en custody des crypto-monnaies de mes clients, qui peut faire en fait dériver la banque, tuer la banque s'il y a un couac. Alors, de quelle façon vous voyez ça? J'ai l'impression que en fait, vous allez devenir, vous êtes, si je caricature, un peu comptable aujourd'hui, et vous allez devenir des maîtres de la cybersécurité si vous mêlez
de conserver les crypto-monnaies. Alors comment vous faites en sorte de sécuriser vos clients sur le fait que quand on aura un double compte Bitcoin et euro chez Delubac, on sera hyper secure vis-à-vis de sur la conservation des bitcoins? Est-ce que c'est via des partenariats avec des Kraken ou autres, ou est-ce que vous allez mettre en place votre propre infrastructure? Alors, la réponse va être compliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne peux pas parler de l'offre en fait, de la Banque de Lubac, puisque voilà, on a une offre effectivement, mais qui est une offre en construction. Voilà, l'offre a été... on y travaille effectivement depuis un moment. Ce que je peux vous dire, c'est que sur tous les aspects cybersécurité, puisque c'est de ça qu'il s'agit, voilà, la Banque de Lubac, en fait, est très concernée par ces sujets. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une banque a des attaques de cybersécurité tous les jours. Donc en fait, voilà, c'est déjà... Aujourd'hui, ce sont déjà en fait, des chemins sur lesquels on est très engagé. Voilà, puisque la cybersécurité, c'est un travail quotidien au sein d'une banque. Voilà. Je ne parlerai pas plus de l'offre, hein, puisque voilà, elle n'est pas encore sortie, donc voilà, on en parlera voilà, le moment venu. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Un projet qui vient vous voir parce qu'il a besoin d'un compte en banque et que son banquier actuel lui fait des misères, donc un projet dans le domaine de la blockchain. Quels sont vos critères pour décider si vous l'acceptez ou non? Est-ce qu'il doit obligatoirement être PSAN et quels sont les autres critères? Alors en fait, ce qu'on va regarder sur un projet, l'enregistrement PSAN ou l'agrément PSAN ne sont pas forcément obligatoires, ça va dépendre en fait du projet, de la structure. Voilà. Ce qu'on va regarder, on va demander en fait, voilà, le pédigré en fait des associés de la banque, des associés pardon de la structure, afin de s'assurer de leur sérieux. On va également regarder toute la partie des flux financiers qui sont envisagés. Voilà, d'où partent les flux, où vont les flux. Et puis chaque dossier en fait passera en fait par le filtre de notre département conformité. Au niveau de la conformité de la Banque de Lubac, on a des analystes en fait, qui ont été formés sur tous les aspects crypto. Voilà, et donc qui sont en capacité aujourd'hui voilà, de pouvoir voilà, vérifier le niveau en fait, d'un projet qui nous est soumis. Merci à toutes et à tous.